La nuit où la lettre apparut, la mère ne faisait presque aucun bruit, comme si elle avait reculé d'un pas pour mieux écouter la ville. Dans la rue principale, les vitrines étaient noires, les enseignes éteintes, et seule une lampe brillait derrière une fenêtre du dernier étage. Immobile, attentive, pareille à un œil qui n'avait pas sommeil. Élise la remarqua en relevant la tête, une seconde à peine avant de pousser la porte de son atelier. Elle avait froid jusqu'au poignet. Pourtant, en voyant cette lumière suspendue dans l'obscurité, elle éprouva une sensation si nette qu'elle dut s'arrêter sur le seuil. Quelqu'un, quelque part, l'attendait depuis longtemps. L'atelier sentait la colle tiède, le cuir mouillé et la poussière ancienne. C'était une odeur qu'elle aimait plus que toute autre, parce qu'elle ne promettait rien et tenait toujours parole. Les livres blessés arrivaient chez elle dans des cartons humides, des valises de grenier, des paquets ficelés à la hâte, et elle les ouvrait avec une patience presque religieuse. Elle remettait des dos en place, apaisait des pages gondolées, recousait des cahiers qui avaient cru disparaître. Il lui semblait parfois que les objets abîmés étaient plus simples que les êtres. Ils ne mentaient pas sur leurs fissures. Ce soir-là, un volume relié de toile verte l'attendait sur la table, revenu d'une maison où elle l'avait envoyé pour expertise. Un livre de cantiques marins du siècle précédent, sans grande valeur, mais imprimé sur un papier si délicat qu'elle avait pris plaisir à le sauver. Elle passa la main sur la couverture, sentit sous ses doigts la légère tension du carton restauré, puis l'ouvrit pour vérifier que le transport n'avait rien déplacé. Ce fut alors qu'une enveloppe glissa d'entre les pages et vint tomber à plat, doucement, avec le bruit presque honteux d'un oiseau qui heurte une vitre. Élise demeura immobile. L'enveloppe était crème, épaisse, sans timbre, sans nom, sans rien qui permette de dire d'où elle venait. Seul son prénom y était inscrit, Élise, d'une écriture régulière et penchée, une écriture ancienne, appliquée, presque familière sans qu'elle puisse dire pourquoi. Elle sentit son ventre se serrer. Dans le silence, on entendait le radiateur cogner par à coups, et au dehors, une drisse oubliée frappait un mât dans le port. 3 coups, puis rien. 3 coups encore. Elle n'ouvrit pas tout de suite. Elle retira ses gants, le plia, rangea le cutter, essuya une tache de colle imaginaire sur le bois. Depuis des années, elle différait les gestes qui pouvaient la ramener trop vite vers ce qui n'avait jamais été refermé. Quand sa mère était partie, elle avait commencé par attendre une explication. Ensuite, elle avait attendu une excuse. Puis elle avait attendu sans plus savoir quoi attendre, jusqu'au jour où l'attente s'était changée en habitude, dure et propre, comme une cicatrice sous un vêtement. Elle finit par rompre le rabat. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille pliée en deux, et un objet mince, enveloppé dans un carré de tissu gris. La feuille portait une seule phrase. Il est temps de revenir là où la lampe reste allumée. Élise relut ces mots plusieurs fois, non parce qu'ils étaient obscurs, mais parce qu'ils lui semblaient prononcés à voix basse dans son dos. Elle déplia ensuite le tissu. Une petite clé ancienne y reposait, noire, lourde, malgré sa taille, ouvragée d'un motif de vague presque effacé par l'usage. Le métal était froid, d'un froid profond qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Sur l'anneau, un fil rouge était noué, passé là comme un signe pour quelqu'un qui craindrait d'oublier. Elle porta la clé près de la lampe de bureau. Le reflet du laiton usé vacilla sur ses doigts. Soudain, un souvenir monta, net comme une lame sortie de l'eau. Elle avait 6 ou 7 ans, sa joue contre le manteau de sa mère, et devant elle une porte bleue qu'elle ne voyait qu'à moitié. Sa mère disait « Regarde bien la lumière. Si un jour tu te perds, tu regarderas la lumière. » Puis le souvenir s'effaça avant d'aller plus loin, avalé par cette brume intérieure où tant d'années s'étaient dissoutes. Élise se rassit très lentement. Sa mère n'avait pas disparu d'un seul coup. Elle s'était d'abord absentée par morceaux. Un regard plus lointain à table. Une tasse laissée intacte. Des silences au téléphone. Puis un matin d'avril, le bruit d'une valise dans l'entrée, et cette phrase que personne n'avait su retenir. « Je reviendrai quand je pourrai. » Élise avait gardé de ce départ une colère si ancienne qu'elle ne brûlait plus. Elle pesait seulement, jour après jour, comme ces pierres plates que la mer polit sans jamais les dissoudre. Le téléphone de l'atelier vibra sur l'étagère. Elle sursauta. C'était le veilleur du musée municipal, un homme sec nommé Béraud, qui lui confiait parfois des registres moisis à restaurer.
Il parlait peu, même au téléphone. J'espère ne pas vous déranger. On a retrouvé une caisse dans la réserve basse. Des papiers, peut-être pour vous. Vous pouvez passer demain. Élise hésita avant de répondre. Son regard glissa malgré elle vers la fenêtre. D'ici, on ne voyait pas la lampe du dernier étage dans la rue, mais elle savait qu'elle était encore là, posée dans le noir, comme une pensée qu'on refuse d'abandonner. Demain, oui, dit-elle. Quand elle raccrocha, quelque chose avait changé dans la pièce, quelque chose d'infime mais irréversible, comme lorsque la marée tourne sans que la surface paraisse bouger. Elle prit la clé dans sa paume. Le fil rouge lui rappela une couture provisoire, un geste fait pour ne pas perdre ce qui compte, avant d'avoir trouvé le temps de le réparer. Pendant un instant, elle voulut remettre la lettre dans l'enveloppe, glisser le tout au fond d'un tiroir, et continuer sa vie étroite, réglée, impeccable. Elle connaissait cette tentation. Rester là où rien n'éclate. Appeler cela la paix. Mais au dehors, un souffle plus fort descendit du large. Une odeur d'algues et de fer entra par l'interstice de la fenêtre. Et avec elle revint cette certitude obscure qu'elle avait éprouvée sur le seuil. La nuit ne lui apportait pas un hasard, mais un rappel. Elle éteignit la lampe de bureau, enfila son manteau et sortit sur le trottoir avec la lettre dans la poche et la clé serrée contre elle. La ville côtière dormait sous un ciel bas, nacré de brume. Les pavés luisaient comme des pages humides. Tout au bout de la rue, au-dessus des toits noirs, la lampe brillait toujours à la fenêtre, ni vacillante, ni vive. Simplement, fidèle. Élise resta là quelques secondes, le visage tourné vers cette petite flamme lointaine. Puis, sans comprendre encore pourquoi, elle eut l'impression qu'elle ne regardait pas une maison, mais un souvenir qui refusait de mourir. Atlandovermenes, elle dormit mal, non pas d'un sommeil agité, mais d'un sommeil traversé par des couloirs, des portes, des pièces qu'elle reconnaissait son pouvoir y entrer. Dans l'une d'elles, une fenêtre donnait sur la mer. Une lampe y brûlait derrière un rideau pâle. Chaque fois qu'Élise approchait, le rêve se défaisait au moment précis où sa main allait toucher la poignée. Au matin, la ville avait cette couleur d'étain que prennent les ports oubliés en fin d'hiver. Le ciel semblait suspendu très bas, comme un plafond de maison ancienne. Élise ouvrit l'atelier plus tard que d'ordinaire. Elle balaya sans y penser, remit de l'ordre sur son établi, puis s'arrêta devant la lettre encore posée près de la presse à relier. Elle la replia avec soin, glissa la clé dans la poche intérieure de son manteau, et partit vers le musée municipal. Le bâtiment occupait un ancien entrepôt de sel, près du quai nord. Les pierres suintaient un peu, et les vitres déformaient la lumière. Béraud l'attendait sous le porche, son éternel bonnet gris enfoncé jusqu'aux sourcils. Il ne dit rien sur son retard, lui tendit seulement un trousseau, puis se mit en marche avec elle dans les couloirs étroits. La caisse vient d'un versement ancien, dit-il enfin. Elle était derrière une armoire métallique, pas inventoriée. Sa voix avait le grain sec du bois usé. Élise suivit le bruit de ses pas, les murs chargés d'odeur froide, le cliquetis des clés qui se heurtaient. Ils descendirent jusqu'à la réserve basse. Une ampoule jaune tremblait au plafond. La pièce, basse et longue, contenait des étagères de registres gonflées par l'humidité, des cartes roulées, des cadres retournés contre le mur. Au fond, sur une palette, une petite caisse de sapin attendait couverte d'une toile. Béraud souleva la toile. « C'est celle-ci. » Élise s'agenouilla. Le bois avait noirci par endroits, mais le couvercle tenait encore. Il était fermé par un moraillon sans cadenas, seulement retenu par une cheville de fer. Elle la retira. Avant même d'ouvrir, elle aperçut sur le côté une étiquette presque effacée. L'encre avait bavé, pourtant 2 mots demeuraient lisibles. Maison des veilleurs. Elle sentit un léger vide sous ses côtes. Vous connaissez cet endroit? Béraud secoua la tête. Ici, les vieux noms changent plus vite que les pierres. Il y avait des maisons qu'on appelait autrement selon les familles. Veilleurs, passeurs, guetteurs. Ça dépendait de qui racontait. Elle leva les yeux vers lui. Et personne ne sait où c'était. Il haussa les épaules. Les anciens savent peut-être. Madame Lenoir à la mercerie, elle se souvient de tout. Ou elle invente. Parfois, c'est la même chose. Élise baissa le regard et souleva le couvercle. La caisse contenait des papiers enveloppés dans du tissu, un carnet au coin mangé, quelques photographies collées entre elles par le temps, et un petit cadre ovale sans verre. Rien d'extraordinaire.
Pourtant, dès qu'elle posa la main sur le carnet, elle sentit cette même tension intérieure que la veille, ce fil invisible qui se tend quand un objet vous a déjà connu. La couverture, en toile bleue passée, portait un motif discret de vague. À l'intérieur, l'écriture était fine, inclinée, la même que sur l'enveloppe. Son cœur donna un coup sourd. La première page avait pris l'eau, mais plus loin, certaines lignes restaient nettes. Il ne s'agissait ni d'un journal intime, ni d'un registre, plutôt d'un cahier de notes mêlant dates, observations de marée, noms de rues, fragments de phrases. Élise tourna les pages avec précaution, puis s'arrêta net. Au milieu d'une feuille entre deux mentions de vent d'ouest, une phrase isolée apparaissait. « Laissez la lampe allumée jusqu'à son retour, même si elle ne comprend pas encore. » Le silence de la réserve changea de densité. Elle entendit une goutte tomber quelque part, puis une autre. Béraud, derrière elle, remuait des boîtes sans curiosité apparente, comme s'il lui laissait le temps de respirer. Élise se força à continuer. Une photographie se détacha et glissa sur le sol. Elle la ramassa. On y voyait 3 femmes devant une maison basse tournée vers la mer. La photo était pâle, rongée au bord, mais certains détails restaient précis. Une rambarde blanche, des volets bleus, une fenêtre à l'étage. Et, derrière la vitre, la forme floue d'une lampe. Elle porta l'image plus près de son visage. L'une des femmes, la plus jeune, regardait l'objectif avec gravité. Elle tenait une petite fille par l'épaule. L'enfant avait des cheveux clairs coupés au carré, un manteau trop grand, et serrait dans sa main quelque chose de sombre, accroché à un ruban. Une clé? Peut-être. Élise sentit ses doigts se crisper sur la photo. Elle ne pouvait distinguer les traits de l'enfant, et pourtant, une reconnaissance muette la traversa, si vive qu'elle en eut presque honte. « Tout va bien ?» demanda Béraud. Elle mit un instant à répondre. « Oui, je crois. » Mais ce n'était pas vrai. Quelque chose s'ouvrait en elle avec la lenteur douloureuse d'un volet bloqué par le sel. Elle avait passé tant d'années à réduire sa mère à son départ, qu'elle n'avait laissé aucune place à ce qui précédait. Oh, ce cahier, cette photo, cette phrase écrite pour elle ou vers elle depuis un autre temps, introduisait une fissure dans le récit auquel elle s'était tenue. Et cette fissure, au lieu de la soulager, l'inquiétait presque davantage que la colère. Béraud s'approcha et regarda l'étiquette de la caisse. « Maison des veilleurs », répéta-t-il à mi-voix. « Attendez, il y a vers la pointe de Kerlan une maison murée depuis des années. Les gens du port l'appellent la maison haute. Peut-être que c'est elle. On voit sa fenêtre depuis la jetée sud, quand il fait clair. » Une image traversa aussitôt l'esprit d'Élise. La lampe aperçue la veille, au-dessus des toits, obstinée dans le noir. La pointe de Kerlan. En sortant de la ville, par la route des dunes, c'est à 40 minutes à pied. Moins si vous coupez par la grève, mais la marée remonte vite. Elle remit la photo dans la caisse, mais garda le carnet. Béraud ne protesta pas. Il se contenta de noter quelque chose sur une fiche brune, comme si ce prélèvement entrait dans un ordre ancien qu'il n'avait pas besoin d'expliquer. Quand elle ressortit du musée, le jour était déjà en train de pâlir vers l'après-midi. Un vent humide traversait le quai, portant avec lui l'odeur des cordages, du gasoil et du varech. Élise s'arrêta au bord de l'eau. De l'autre côté du port, au-delà des toits serrés, quelque part vers la route des dunes, une maison l'attendait peut-être. Ou peut-être, seulement, une ruine, un malentendu, un dernier détour du passé. Elle glissa la main dans sa poche et referma ses doigts sur la clé ancienne. Le métal était moins froid que la veille, presque tiède comme s'il avait gardé la chaleur de sa paume avant même qu'elle le touche. Alors, pour la première fois depuis des années, elle sentit naître en elle non pas une certitude, mais quelque chose de plus fragile et de plus vivant. Le désir d'aller voir. Elle n'attendit pas le soir, mais la lumière avait déjà cette fatigue des jours d'hiver qui se retire trop tôt. Après avoir fermé l'atelier, Élise passa chez Madame Lenoir, la mercière de la rue des Tisserands, parce que le nom donné par Béraud s'était accroché à elle comme un hameçon discret. La boutique semblait flotter hors du temps. Des bobines de fil dormaient derrière la vitrine, des rubans pâlis descendaient des étagères, et une odeur de lavande ancienne se mêlait à celle de lainage. Une clochette tinta lorsqu'elle entra. Du fond de la pièce, une femme minuscule au dos courbé leva la tête. Ses cheveux blancs formaient autour de son visage une nuée légère. « Élise Armand, dit-elle aussitôt,
comme si elle l'attendait. Je me demandais quand vous franchiriez cette porte. Élise sentit un frisson courir le long de sa nuque. « Vous me connaissez ?» Madame Lenoir eut un sourire sans surprise. « Je connaissais votre mère. Et je vous ai connu avant que vous ne sachiez lasser vos chaussures. Ici, les enfants grandissent une fois dans les maisons, puis une seconde fois dans la mémoire des autres. » Élise resta debout, le carnet dans son sac, la clé contre sa poitrine, incapable de dire si cette phrase l'apaisait ou l'irritait. Elle préféra aller droit au but. « La maison des veilleurs, vous savez où c'est ?» Le visage de la vieille femme changea à peine. Une ombre y passa, comme celle d'un nuage sur une nappe d'eau. On ne l'appelle presque plus ainsi. Les jeunes disent la maison haute, les pêcheurs disent la fenêtre du bout. Mais oui, je sais où elle est. Elle désigna une chaise près du comptoir. « Asseyez-vous, sinon vos questions tomberont plus vite que mes réponses. » Élise obéit. Madame Lenoir prit le temps de ranger 3 boîtes d'aiguilles avant de parler. Autrefois, certaines fenêtres restaient allumées les nuits de brume. C'était une habitude plus vieille que la ville elle-même. Pas un phare, pas vraiment. Plutôt une présence. Pour les hommes en mer, pour ceux qui tardaient à rentrer, pour les âmes inquiètes aussi, si vous croyez à ce genre de choses. La maison de la Pointe gardait cette lumière-là. On disait que tant qu'elle brûlait, quelqu'un retrouvait son chemin. Elle marqua une pause. Votre mère y allait souvent. Ces mots ouvrirent en Élise une douleur sèche. Pourquoi? La vieille femme la regarda longtemps, sans dureté. Il y a des femmes qui partent parce qu'elles veulent fuir, et d'autres parce qu'elles ne savent plus comment rester sans se briser. Les secondes sont plus difficiles à juger, mais on les juge tout de même. Élise sentit ses mâchoires se serrer. Elle m'a laissé. Oui, dit simplement Madame Lenoir. Cela aussi est vrai. Le silence qui suivit fut si dense qu'on entendit la rue respirer derrière les vitres. Puis la vieille femme se pencha, ouvrit un tiroir et en sortit un petit morceau de papier plié. L'adresse y était écrite d'une encre fanée. Prenez le sentier des dunes jusqu'au figuier tordu. Ensuite, vous verrez un muret effondré. La maison est derrière. Si vous y allez, n'attendez pas trop. La mer reprend toujours ce qu'on laisse trop longtemps lui appartenir. Élise prit le papier, murmura un merci, puis hésita. Vous saviez que je viendrais? Madame Lenoir eut ce même sourire presque absent. Non, mais certaines choses finissent toujours par revenir vers ceux qui leur appartiennent. Dehors, l'air s'était refroidi. La ville glissait lentement vers le bleu du soir. Élise suivit la route des dunes, d'abord entre les dernières maisons basses, puis le long d'un terrain vague où des herbes salées ployaient sous le vent. La mer apparaissait par éclats entre les talus, sombre et lisse comme une plaque de métal. Des mouettes passaient sans crier, emportées par le large. À chaque pas, elle avait la sensation de quitter non seulement la ville, mais la forme la plus commode d'elle-même. Le papier de Madame Lenoir se froissait dans sa poche. Le carnet alourdissait son sac. Elle repensa à la phrase trouvée au musée. Laissez la lampe allumée jusqu'à son retour, même si elle ne comprend pas encore. Tout l'énervait dans ces mots, leur douceur, leur patience, leur manière de supposer qu'un retour était possible. Elle aurait préféré une preuve claire, un aveu, une faute bien nette. La colère sait où se loger quand quelqu'un est coupable. Mais que faire d'un chagrin qui commence à se fissurer sans encore consentir à tomber? Le sentier se rétrécit entre les oyas. Bientôt, il n'y eut plus de maison derrière elle. Seulement la rumeur lente des vagues et le froissement sec des herbes. Le ciel, à l'ouest, laissait filtrer une clarté de nacre sous les nuages bas. Le figuier tordu apparut enfin, silhouette noire, accrochée à la dune, comme une main noueuse. Au-delà, un muret de pierre s'effondrait dans le sable. La maison était là. Elle surgissait de la brume du soir, avec une discrétion presque douloureuse, comme si elle avait attendu de ne plus être regardée pour continuer d'exister. Une bâtisse étroite, tournée vers la mer avec des volets bleus pelés par le sel et un étage unique sous un toit d'ardoise. Une partie de la rambarde s'était affaissée. Le jardin n'était plus qu'un carré d'herbes hautes et de pierres blanches. Pourtant, la maison tenait encore, d'une façon obstinée, par fidélité ou par oubli. Élise s'arrêta devant la grille rouillée. Son souffle formait une buée brève. Dans la fenêtre du haut, il n'y avait aucune lumière. Et pourtant, en levant les yeux, elle fut saisie par la certitude
qu'elle l'avait déjà vu ainsi, un soir très ancien, du point exact où elle se tenait. Elle poussa la grille. Le grincement fendit le silence, puis fut absorbé par le vent. Elle traversa l'allée, posa la main sur la porte bleue, et le souvenir de son rêve revint avec une telle netteté qu'elle faillit reculer. Même peinture écaillée, même poignée sombre, même sensation d'être devant quelque chose qui la connaissait mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Sa main trembla lorsqu'elle sortit la clé ancienne. Le métal entra dans la serrure sans résistance, comme si ni le temps ni le sel n'avaient osé la contrarier. Pendant une seconde, elle resta immobile, le front presque contre le bois. Elle entendit au-dessus d'elle un bruit léger, peut-être un volet qui remuait, peut-être rien. Puis elle tourna la clé. À l'intérieur, quelque part dans la maison, une cloche minuscule tinta. Le son était si léger qu'elle crut d'abord l'avoir imaginé. Une simple note de cuivre presque tendre, qui vibra dans l'air obscur avant de s'éteindre. Élise poussa la porte avec lenteur. Une odeur de bois humide, de cire ancienne et de pierre froide vint à sa rencontre, mêlée à quelque chose de plus ténu, presque effacé, comme un parfum de verveine resté prisonnier des murs. Elle entra. Le vestibule était étroit. À gauche, un porte-manteau penchait sous le poids de rien. À droite, une table fine portait un vase vide, où séchaient encore des tiges couleur de paille. Le plancher craqua sous ses pas avec une douceur fatiguée. Rien n'était tout à fait abandonné, pensa-t-elle, plutôt suspendu, comme si la maison avait cessé de vivre un soir précis, sans accepter pour autant de devenir une ruine. Elle referma derrière elle. Le bruit du vent se fit plus lointain. À présent, elle entendait une autre rumeur, plus basse, presque intérieure. La respiration de la maison, faite de bois qui travaille, de tuyaux endormis, de silence tassé dans les angles. Le rez-de-chaussée donnait sur une pièce principale, tournée vers la mer. Une table ronde y dormait sous un drap gris. 2 fauteuils faisaient face à la fenêtre. Dans la cheminée, il restait un lit de cendres blanches que personne n'avait dérangé depuis longtemps. Élise s'approcha d'une étagère. Quelques livres y reposaient encore, leur dos décoloré, gonflé par l'humidité. Elle passa le doigt sur l'un d'eux, et la poussière vint marquer sa peau d'un trait pâle. Tout cela lui semblait familier sans l'être vraiment, comme une langue oubliée dont certains mots remontent avant même qu'on les comprenne. Sur un mur, près de l'escalier, plusieurs clous nus dessinaient l'absence d'anciens cadres. Un seul était resté. Il penchait un peu. Élise se hissa sur la pointe des pieds pour voir la photographie qui y tenait encore. Le verre était fendu, mais l'image demeurait visible. La jetée sud, prise de très loin, dans un jour blanc. Et tout au bout, minuscule, presque perdu dans le grain du papier, un enfant en manteau clair levait le bras vers une fenêtre haute. Elle recula d'un pas. Une sensation profonde, presque physique, traversa sa poitrine. Pas un souvenir complet, plutôt le bord d'un souvenir. Son ourlet, la manière dont il tire sur la peau avant de remonter tout entier. Elle porta une main à sa gorge. Dans le silence, le petit tintement entendu à l'entrée semblait encore flotter quelque part dans la maison, comme une invitation dont elle ignorait la langue. L'escalier montait en tournant légèrement. Les marches grinçaient, mais tenaient bon. Élise posa la main sur la rampe. Le bois était lisse d'avoir été touché des milliers de fois. À mi-hauteur, une fenêtre étroite donnait sur les dunes. Le soir s'y déposait déjà. Le ciel paraissait plus bas, presque proche, lavé d'un bleu de porcelaine. Une mouette passa, seule, puis disparut. À l'étage, un couloir desservait 3 pièces. La première était une chambre simple, avec un lit étroit, une couverture de laine repliée avec soin et une cuvette émaillée posée sur une chaise. Dans la deuxième, plus petite, une armoire entrouverte laissait voir 2 robes pendues sous des housses de tissu. Élise n'osa pas y toucher. Elle se contenta de respirer l'air clos, chargé d'une odeur de savon ancien et de sel. Une tristesse calme lui serra le cœur. Les choses qu'on laisse derrière soi continuent parfois d'attendre plus fidèlement que les êtres. La dernière porte était au fond du couloir. En approchant, elle sentit quelque chose changer en elle, comme lorsque l'on reconnaît dans la nuit le bruit d'une personne bien avant son visage. Cette porte-là était blanche, avec une poignée de laiton terni. Elle l'ouvrit. La pièce donnait sur la mer. Ce ne fut pas la vue qui l'arrêta, mais la table placée près de la fenêtre. Sur cette table reposait une lampe à abat-jour de verre pâle, un coffret de bois sombre,
et, à côté, une boîte d'allumettes soigneusement fermée. La lampe était éteinte. Pourtant, à sa vue, Élise sentit sa respiration devenir plus courte. Elle connaissait cette forme. Le galbe du pied en laiton, la petite fleur gravée près de l'interrupteur. Elle l'avait vue allumée dans la nuit. Elle en était sûre maintenant, non pas une ou deux fois, mais des dizaines de fois depuis l'enfance, comme on voit une étoile fidèle sans jamais apprendre son nom. Elle s'approcha. Sur le coffret, une forme de serrure apparaissait, étroite, verticale. Son pouce se referma aussitôt dans sa poche sur la clé ancienne. Elle la sortit, la contempla un instant, puis la fit jouer entre ses doigts. Le fil rouge un peu effiloché semblait plus vif dans la pénombre. Elle hésita. Tout son corps lui demandait de différer encore, d'examiner la pièce, d'ouvrir les tiroirs, de descendre, de revenir un autre jour. Il y avait en elle cette ancienne discipline du recul, cette manière de vivre juste à côté de l'essentiel pour n'avoir pas à en mourir. Mais une autre voix, plus basse et plus stable, se levait à présent. Elle ne disait pas pardonne, elle ne disait pas comprends. Elle disait seulement regarde. Élise introduisit la clé dans la serrure du coffret. Le mécanisme résista à peine. Un déclic sec retentit. À l'intérieur reposaient plusieurs enveloppes liées par un ruban fané, un carnet plus récent que celui du musée, et un petit galet blanc sur lequel quelqu'un avait peint une minuscule fenêtre jaune. Sous le galet, plié avec une rigueur presque tendre, se trouvait une feuille portant son prénom. Cette fois, elle reconnut l'écriture sans avoir besoin de réfléchir. Ses jambes se dérobèrent presque. Elle s'assit sur la chaise près de la fenêtre, la lettre entre les mains, incapable encore de l'ouvrir. En bas, la mer montait lentement le long des rochers. Le ciel achevait de se fermer. La chambre entrait dans cette heure incertaine, où les objets perdent leur contour avant d'en gagner un autre. Alors, avec un geste, dont elle sentit trembler chaque articulation, Élise prit la boîte d'allumettes, craqua une flamme et alluma la lampe. Aussitôt, une lueur douce se répandit sur la vitre. Dehors, dans la nuit naissante, la fenêtre devint un signal, et pour la première fois depuis 20 ans, Élise ouvrit une lettre écrite de la main de sa mère. L'écriture était plus fine qu'elle ne l'avait imaginé. Pas tremblée, pas pressée, une écriture tenue, presque paisible, comme si celle qui traçait ces mots avait appris à respirer lentement avant chaque phrase. Élise déplia la feuille. La lumière de la lampe adoucit le papier, en fit remonter les plis, les ombres, la vie discrète. Ma chère Élise, si tu lis cette lettre, c'est que tu es revenue jusqu'ici. Je n'ai jamais su si ce serait possible. J'ai longtemps cru que certaines fautes ferment les chemins pour toujours. Pourtant, je continue à penser qu'il existe, même pour les cœurs blessés, une fenêtre où une lumière reste allumée plus tard que les autres. Je voudrais commencer parce que tu as le droit d'entendre en premier. Je ne suis pas partie parce que je ne t'aimais pas. Je suis partie parce qu'à cette époque, j'étais devenue une maison pleine d'eau. Tout en moi prenait l'humidité, le froid, le silence. Je n'arrivais plus à tenir debout sans faire semblant. Et j'ai eu peur de t'apprendre cette manière-là de vivre, à moitié noyée, à moitié absente. Élise s'arrêta. Sa gorge se serra si violemment qu'elle dut fermer les yeux. Le vent frôlait la vitre avec un froissement de manche. En bas, la mer continuait de monter dans la nuit. Elle reprit. J'ai cru, à tort ou à raison, que m'éloigner quelques semaines me permettrait de revenir entière. Je me répétais cela comme une prière. Entière, puis vers toi. Mais certaines douleurs ne s'ouvrent pas sur le temps qu'on leur donne. Elles s'ouvrent sur la honte. Plus les jours passaient, plus je comprenais ce que mon départ te faisait. Et moi je trouvais la force de rentrer avec ce visage-là, celui d'une mère qui a laissé derrière elle ce qu'elle aimait le plus. J'ai reculé. Puis j'ai reculé encore. Je me suis raconté que je reviendrais quand j'aurais une réponse digne. On perd sa vie à attendre d'être digne. Les mots dansaient légèrement devant les yeux d'Élise. Elle posa la lettre sur ses genoux, inspira, regarda la chambre. La lampe projetait une lueur jaune contre la fenêtre, et cette lueur lui donnait l'impression étrange que le passé, au lieu de s'éloigner, venait s'asseoir tout près d'elle. Un détail alors lui revint, minuscule et précis. Enfant, elle avait compté les petites bulles d'air enfermées dans le verre de cet abat-jour. Elle se souvenait de son index levé, de la voix de sa mère disant doucement « Ne touche pas » la lumière à sa propre peau. Le souvenir fut si net qu'elle en eut le vertige.
Elle reprit la lecture. La maison des veilleurs appartenait à ma mère avant moi. Tu y es dormi petite, plusieurs étés. Tu aimais l'escalier qui chantait sous les pas et le bruit de la clochette derrière la porte. Tu t'endormais souvent devant cette fenêtre. Quand la brume recouvrait la côte, je te disais que la lampe aidait à rentrer ceux qui ne savaient plus très bien où se trouvait le rivage. Tu me demandais toujours, même ceux qui sont sur terre. Je te répondais oui, surtout cela. Élise porta une main à sa bouche. La clochette, l'escalier, une tasse bleue qu'elle avait vue en bas sans comprendre pourquoi elle lui faisait mal. Tout cela n'était donc pas une invention de la nuit. C'était revenu avant elle. Je ne te demande pas de me pardonner sur la foi d'une lettre. Le pardon n'obéit à personne. Mais je te demande une chose plus petite et peut-être plus difficile. Consentir à regarder la vérité entière. La tienne, la mienne, et ce qui nous a manqué entre les deux. Tu as grandi avec l'idée d'avoir été quitté. Moi j'ai vécu avec celle d'avoir quitté l'enfant qui me retenait à la vie. Ces deux vérités se sont blessées l'une l'autre pendant des années. Dans le coffret, tu trouveras d'autres lettres. Je ne les ai pas envoyées. Certaines étaient trop tardives, d'autres trop maladroites, d'autres encore ne savaient que pleurer. Garde seulement celles qui t'aident à voir clair. Brûle les autres si tu veux. Les mots ne méritent pas tous d'être sauvés. Un bruit léger retentit dans la maison. Pas un pas, plutôt un choc délicat, comme un volet heurté par le vent. Élise leva la tête. Le silence retomba aussitôt, plus profond. Elle attendit quelques secondes, puis baissa de nouveau les yeux. Si tu es ici, ouvre aussi le carnet brun. À la date du 14 février, tu comprendras pourquoi je n'ai jamais cessé de croire que tu retrouverais ce lieu avant de me retrouver moi. Élise sentit un frisson se déployer lentement dans son dos. Elle posa la lettre à côté d'elle et prit le carnet brun du coffre. Sa couverture portait une trace ronde, comme si une tasse y avait reposé souvent. Les premières pages étaient remplies d'une écriture régulière, puis plus hésitante à mesure qu'on avançait. Elle feuilleta jusqu'à la date indiquée. 14 février. La petite a voulu emporter la clé dans sa poche et a refusé de dormir sans elle. Elle dit que si la lumière s'éteint, il faudra quelqu'un pour ouvrir la maison depuis l'intérieur. J'ai ri, puis j'ai eu envie de pleurer. Les enfants disent parfois les choses avant qu'elles aient eu lieu. J'ai noué un fil rouge à l'anneau pour qu'elle la reconnaisse toujours. Si un jour elle revient sans mémoire, ce fil parlera pour moi. Élise fixa la page longtemps, incapable de la relire autrement qu'avec tout son corps. Le fil rouge. Non pas un signe ajouté hier. Un geste ancien, posé par sa mère alors qu'elle était encore une enfant. Une tendresse si simple, si inutile au regard du monde, qu'elle en devenait presque insupportable. Elle n'effaçait rien. Elle n'excusait rien, mais elle venait frapper exactement là où la colère s'était durcie pour survivre, dans l'idée d'avoir été laissée sans être cherchée. Ses yeux se remplirent sans qu'elle pleure encore. Elle tourna quelques pages au hasard. Il y avait des notes sur le marais, des listes de courses, des phrases interrompues. Puis, vers la fin, une page pliée attira son attention. Sur le revers, une seule ligne avait été écrite. Quand tu seras prête, regarde sur la 3e marche. Élise leva lentement la tête vers la porte ouverte, puis vers le couloir sombre. L'escalier l'attendait, avec son bois lisse, son chant discret, et ce secret gardé depuis tant d'années sous les pas absents. Elle resta assise encore quelques secondes, le carnet ouvert sur ses genoux, comme si ses mains avaient besoin d'apprendre une nouvelle façon de tenir la vérité. La lampe éclairait la page d'une lueur stable. Dehors, la mer frappait à peine les rochers, avec cette douceur régulière qui ressemble moins à un bruit qu'à une présence. Puis, Élise se leva. Dans le couloir, l'air était plus froid. La lumière de la chambre s'étirait jusqu'au seuil, mais n'allait pas plus loin. L'escalier descendait dans une pénombre bleue. Elle posa le pied sur la première marche. Le bois émit une plainte légère, presque familière. La 2e craqua plus franchement. Elle s'agenouilla devant la 3e. Au début, elle ne vit rien. Seulement le bord usé du bois, un filet de poussière dans l'angle, la patine ancienne des années. Puis, en glissant l'angle sous la contre-marche, elle sentit un jour minuscule. Le panneau céda avec réticence. Un petit espace s'ouvrit derrière, juste assez grand pour une main. Élise y passa les doigts et rencontra du tissu. Elle retira un sachet de toile grise, fermé par une cordelette.
Son cœur battait plus vite, non de peur, mais de cette émotion sans nom, qui naît lorsqu'un geste très ancien trouve enfin sa suite. Elle défit le nœud. À l'intérieur reposait une cassette de bois mince, un coquillage nacré et un feuillet plié plusieurs fois. Le coquillage en forme d'oreille portait encore une légère odeur saline. En le prenant, Élise sentit une image remonter à elle avec une netteté bouleversante. Enfin, elle le collait contre sa tempe en affirmant qu'on y entendait une maison, pas la mer. Sa mère riait doucement et disait « peut-être parce que certaines maisons sont faites avec le même bruit que les vagues ». Elle dut s'asseoir sur la marche. Le feuillet est écrit de la même main que les autres lettres. Mais plus brièvement, si tu as trouvé ceci, c'est que tu n'as pas fui. Je suis fière de toi pour cela, même si tu m'en veux encore. Dans la cassette, il y a une chose que je n'ai jamais su te dire en face. Non, parce qu'elle était honteuse, mais parce qu'elle touchait à cette part de nous qui tremble dès qu'on la nomme. Élise leva les yeux vers la maison silencieuse, comme si quelqu'un pouvait encore l'y observer avec bienveillance. Puis, elle ouvrit la cassette. À l'intérieur se trouvait une photographie plus récente que toutes les autres, une clé minuscule d'un autre métal, et un papier plié autour d'un objet plat. Elle commença par la photo. On y voyait sa mère, assise au bord de cette même fenêtre, plus âgée, le visage aminci, les cheveux relevés à la hâte. La lampe était allumée à côté d'elle. Elle regardait non pas l'objectif, mais l'obscurité dehors, avec cette expression des êtres qui attendent quelque chose qu'ils ne peuvent plus attendre. Au dos, une date. 12 décembre. Il y avait seulement 8 ans. 8 ans. Sa mère était revenue ici, longtemps après être partie, longtemps après l'avoir laissée dans le silence. Cette révélation provoqua d'abord une pointe de colère, vive, presque rassurante. Elle était revenue ici, donc, dans cette maison, dans cette lumière, dans cette fidélité qu'elle n'avait pas eue ailleurs. Mais derrière la colère venait déjà autre chose, plus troublant. Et si ce retour n'avait pas été un abandon supplémentaire, mais la seule façon qu'elle avait trouvée de ne pas disparaître, tout à fait. Le papier plié contenait un médaillon plat, ovale, à peine plus large qu'une pièce. Le couvercle, terni par le temps, s'ouvrit sous la pression de son ongle. À l'intérieur se trouvait une mèche très claire, presque blonde, scellée par un fil bleu, et une photographie minuscule de les enfants, endormis sur une banquette avec un livre renversé sur la poitrine. Elle reconnut son propre visage avant même de se reconnaître elle-même. Cette manière de dormir avec les cils encore humides, cette bouche entr'ouverte comme si elle parlait à quelqu'un dans le sommeil. Ses larmes vinrent alors, sans violence. Elles glissèrent simplement, chaudes, silencieuses, comme si elles avaient attendu que les mots cessent enfin de défendre les blessures à leur place. Elle n'essaya pas de les retenir. La maison aussi semblait écouter, sans rien lui demander. Sous le médaillon, un dernier mot avait été glissé. Je t'ai cherché d'une manière lâche, insuffisante, maladroite. Je t'ai suivi par les nouvelles qu'on me donnait. J'ai su pour ton apprentissage à Rennes. J'ai su pour l'atelier. J'ai su que tu soignais les livres, comme on aurait voulu être soigné. Je n'ai pas frappé à ta porte. C'est ma faute. Mais je ne t'ai jamais quitté de l'endroit où j'avais appris à te regarder. La lampe allumée était ma façon pauvre et obstinée de rester au bord de ton eau. Élise relut la phrase plusieurs fois. Ma façon pauvre et obstinée. Tout à coup, elle comprit ce que cette maison retenait depuis son arrivée. Non pas un grand secret, ni une justification capable d'effacer les années, mais une fidélité imparfaite, humaine, incomplète, qui avait survécu là où elle n'aurait jamais pensé la chercher. Sa mère n'avait pas été héroïque, elle n'avait pas été juste, elle avait été défaillante, honteuse, absente. Et pourtant, au milieu de ces ruines, quelque chose avait tenu. Une lumière, des lettres non envoyées, une clé gardée pour le jour du retour. Un coup de vent fit vibrer la porte d'entrée en bas. Élise se releva, essuya son visage du revers de la main, puis emporta la cassette et remonta vers la chambre. En passant devant la fenêtre du palier, elle aperçut une silhouette sur le sentier des dunes. Elle s'arrêta net. La forme était lointaine, immobile, à peine plus sombre que la nuit autour d'elle. Une personne, sans doute, ou une illusion de brume prise entre les herbes. Pourtant, elle avait la sensation très précise d'être regardée, pas menacée, reconnue. Le temps de reprendre son souffle, la silhouette n'était déjà plus là. Dans la chambre,
La lampe brûlait toujours avec la même douceur. Élise posa la cassette sur la table et regarda la mer. Puis, ses yeux tombèrent sur la petite clé trouvée dans le sachet de toile. Elle était trop fine pour le coffret, trop légère pour la porte d'entrée. Elle n'appartenait pas au passé déjà ouvert. Elle promettait autre chose. Alors Élise examina la pièce plus attentivement et remarqua, presque cachée dans l'ombre sous la fenêtre, une petite serrure ronde au flanc du banc de bois sur lequel elle venait de s'asseoir. Het lango ici dit. Elle resta immobile devant le banc, la petite clé entre les doigts. La serrure, minuscule et ronde, était presque invisible sous la patine du bois. Comment avait-elle pu ne pas la voir plus tôt? Sans doute parce que la maison ne montrait rien d'un seul coup. Elle semblait céder ses vérités par couches, comme ces livres gonflés d'eau dont les pages ne se séparent qu'avec une patience infinie. Élise s'agenouilla. Le banc était placé juste sous la fenêtre, à l'endroit exact où l'on pouvait s'asseoir pour regarder la mer sans être vu de l'extérieur. Le coussin avait disparu depuis longtemps, mais le bois portait encore la marque plus claire d'un objet souvent posé là, peut-être un panier de couture, peut-être un livre. Elle introduisit la clé. Le mécanisme tourna avec une facilité presque troublante, comme si la serrure avait attendu moins une main qu'un instant précis. Le couvercle se souleva. À l'intérieur, il n'y avait pas de papier. Seulement une boîte en fer blanc, une tasse ébréchée enveloppée dans un torchon et un petit carnet relié de cuir brun, plus usé que les autres. La tasse bleue lui fit aussitôt monter un battement de douleur dans la gorge. Elle la connaissait. Un bord fendillé, une anse recollée, une petite étoile peinte près du fond. Elle l'avait tenue, enfin, entre ses paumes trop petites, les soirs où sa mère lui préparait du lait chaud avec un peu de miel. Ce souvenir lui revint d'un seul coup, avec sa chaleur, sa vapeur, le bruit de la cuillère contre la faïence. Elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, le carnet l'attendait toujours. La première page portait un seul mot. Élise. Pas ma fille. Pas pour plus tard. Pas si tu reviens un jour. Juste son prénom, écrit avec une douceur sans emphase, comme on pose une main sur une table pour dire « Je suis là ». Ce carnet n'était pas un journal. C'était un livre d'adresse intérieure. Un recueil de choses notées pour elle à travers les années. Des phrases courtes, des observations, des souvenirs, parfois une date, parfois rien. Élise tourna les pages lentement. Tu avais peur du tonnerre, mais pas du noir. À 5 ans, tu as dit que la mer n'était pas triste, seulement occupée. Tu préférais les livres qui sentent le grenier. Tu fais semblant d'être dur quand quelque chose te touche trop vite. Élise sentit sa respiration se défaire. Ces lignes n'étaient ni extraordinaires ni solennelles, c'était justement leur simplicité et leur précision qui la désarmaient. Sa mère l'avait regardée. Pas parfaitement, pas suffisamment pour la garder, mais réellement. Elle l'avait vue grandir avant l'absence, et d'une certaine manière après aussi, comme on veille au loin sur une maison dont on n'ose plus pousser la porte. Plus loin, l'écriture changeait légèrement, devenait plus fragile. Je me demande souvent si elle me ressemble par la fuite ou par l'attente. J'espère qu'elle trouvera un métier où réparer n'épuise pas tout l'amour. Si elle revient ici un jour, qu'elle sache ceci, je n'ai jamais voulu qu'elle vive au bord des choses comme moi. Je voulais pour elle un lieu qui tienne. Élise posa le carnet sur ses genoux, incapable d'aller plus vite. Depuis des années, elle avait cru que son désir de stabilité venait d'elle seule, d'une lassitude intime, d'une nature prudente. Or voilà qu'il apparaissait aussi comme un legs, une prière silencieuse transmise malgré la rupture. Retrouver un lieu intérieur où elle puisse enfin rester. Cette phrase qu'elle n'avait jamais formulée tout à fait prenait soudain une profondeur ancienne. Comme si quelqu'un l'avait entendue avant même qu'elle sache la dire. Le vent se leva au dehors. La lampe trembla légèrement, puis retrouva son calme. Par réflexe, Élise porta la main à l'abat-jour pour le protéger, comme si la flamme pouvait sentir son geste. En touchant le bord de verre, elle remarqua une mince enveloppe glissée entre le pied de la lampe et le mur. Elle la retira. Le papier était plus récent, moins jauni que les autres. À l'intérieur, quelques lignes seulement. Je laisserai la maison à qui saura la rouvrir sans colère contre la mer. Cette phrase l'intrigua d'abord, puis la dérouta, sans colère contre la mer. Elle leva les yeux vers l'obscurité au-delà de la fenêtre. La mer n'avait rien pris volontairement.
Elle n'était ni coupable ni consolatrice. Elle était simplement la grande force autour de laquelle cette ville avait appris à vivre, à attendre, à perdre. Peut-être sa mère avait-elle compris trop tard qu'on ne peut bâtir une demeure en exigeant du monde qu'il ne vous déçoive jamais. Rester quelque part, demander autre chose, accepter l'instabilité sans quitter tout de suite la pièce. Un bruit sourd monta du rez-de-chaussée, pas violent. Le heurt d'un objet qu'on déplace ou d'une porte qui se referme mal. Élise se figea. La maison retomba dans le silence. Elle attendit. Puis elle entendit distinctement 3 petits coups, les mêmes que la drisse sur le mât, la première nuit. Son cœur accéléra. Elle se leva, le carnet serré contre elle et traversa le couloir. En haut de l'escalier, elle distingua une lueur nouvelle dans l'entrée. Non pas une lumière franche, mais un reflet pâle, mouvant, comme si la porte avait laissé passer un morceau de nuit plus clair que le reste. Elle descendit de quelques marches. Il y a quelqu'un. Sa voix ne sonna ni forte ni assurée. Elle fut absorbée aussitôt. Aucun pas ne répondit. Pourtant, au pied de l'escalier, quelque chose avait changé. Sur la table du vestibule où se trouvait tout à l'heure un vase vide, reposait maintenant une branche de romarin frais. Élise sentit sa peau se hérisser. Elle descendit complètement. La porte d'entrée était bien fermée. La clochette demeurait immobile. Le romarin posé sur le bois sombre répandait une odeur verte et nette, comme si on venait de le couper dans un jardin encore vivant. Personne n'aurait pu entrer et sortir sans passer près d'elle. Personne, sauf si la maison possédait d'autres chemins qu'elle ignorait. Sous la branche, un petit morceau de papier plié attendait. Cette fois, l'écriture n'était pas celle de sa mère. Élise le déplia avec lenteur. La lampe est visible depuis le chemin du nord. Si vous la laissez allumer, je viendrai demain avant la marée haute. Aucun nom. Juste, au bas du mot, un signe tracé à l'encre brune. Une petite clé. Mrosasrumit. Élise relut le billet plusieurs fois, comme si les mots allaient changer d'ordre si elle les regardait assez longtemps. L'écriture était ferme, un peu anguleuse, sans élégance particulière. Une écriture de quelqu'un qui note ce qu'il faut dire et s'en tient là. Pourtant, le petit signe en forme de clé, tracé à la fin, lui donnait au message une étrange gravité, presque une politesse ancienne. Elle porta le romarin à son visage. L'odeur la frappa aussitôt, vive, résineuse, presque solaire dans cette maison de sel et d'ombre. Un autre souvenir se leva, plus doux que les précédents, sa mère glissant quelques brindilles dans une soupe, ou les froissant entre ses doigts, avant de les passer sous le nez d'Élise en disant « Respire, cela aide à revenir ». Revenir d'où? Elle ne l'avait jamais su. Peut-être de la peur, peut-être de la colère, peut-être seulement de soi quand on s'éparpille. Elle posa la branche sur la table, reprit le billet, puis retourna dans la chambre du haut. Le vent s'était calmé. La lampe brûlait avec une patience que rien ne paraissait pouvoir fatiguer. Élise s'assit de nouveau devant la fenêtre. Depuis ici, le sentier du Nord n'était qu'une ligne plus pâle entre les herbes sombres, un passage incertain, dans la nuit. Quelqu'un l'avait donc vu. Quelqu'un connaissait la maison, la lampe, peut-être la clé. Quelqu'un venait demain avant la marée haute. Au lieu de l'effrayer, cette perspective l'apaisa légèrement. Non pas parce qu'elle attendait une solution, mais parce qu'elle sentait enfin le passé sortir de sa torpeur muette. Jusqu'ici, elle n'avait parlé qu'avec des objets, des traces, des phrases écrites par une absente. À présent, une présence vivante avançait vers elle, par la nuit, par le romarin, et ce billet sans nom. Cela suffisait à donner une forme nouvelle à l'attente. Elle passa une partie de la nuit à lire le carnet brun. Certaines pages ne contenaient que quelques lignes. D'autres étaient remplies de notations minuscules, comme si sa mère avait voulu sauver de l'effacement les détails les plus simples, ceux qui paraissent sans valeur tant qu'on croit le temps infini. Tu te taisais pour écouter la pluie sur les vitres. Tu n'aimais pas qu'on ferme complètement les volets. Quand tu étais triste, tu rangeais ce qui n'avait pas besoin de l'être. Élise s'arrêta longtemps sur cette dernière phrase. Elle avait toujours cru que son goût maniaque pour l'ordre venait de son métier, ou d'un défaut banal de caractère. Mais là encore, quelqu'un l'avait vue, avant qu'elle ne se voie elle-même. Elle sentit monter une tendresse douloureuse, une tendresse sans innocence, traversée par tout ce qui manquait encore. C'était cela, peut-être, le plus difficile, laisser entrer la preuve de l'amour, là où l'abandon avait régné si longtemps.
La douleur simple, on finit par lui faire une place. Mais la douleur mêlée demande qu'on déplace les meubles intérieurs. Vers l'aube, elle s'endormit un peu, la tête contre le dossier de la chaise. Elle rêva qu'elle marchait sur la grève avec une lampe dans les mains. La mer était très basse. À sa gauche avançait une femme dont elle ne voyait jamais le visage, seulement le manteau sombre et les poignets nus. Elle ne se parlait pas. À un moment, la femme s'arrêta et montra quelque chose dans le sable. Élise baissa les yeux. Une seconde plaie brillait là, à moitié enfouie, mais quand elle se penchait pour la prendre, elle voyait que ce n'était pas une plaie. C'était une racine. Elle s'éveilla dans une lumière grise. La mer avait remonté. Des stries d'eau pâle glissaient entre les rochers. La lampe était toujours allumée. Pendant quelques secondes, elle ne sut plus où elle se trouvait. Puis, la chambre revint autour d'elle. La maison, le coffret, les lettres, le billet au signe de clé. Une fatigue douce pesait sur ses membres, mais son esprit était calme. Elle descendit, trouva dans la cuisine ancienne une bouilloire cabossée, un peu de thé encore sec dans une boîte de métal, et réussit à faire chauffer de l'eau sur le vieux réchaud à pétrole. Après plusieurs essais maladroits, le goût était étrange, légèrement fumé. Mais cette tasse chaude entre ses mains lui donna l'impression de sceller quelque chose avec la maison. À mesure que le matin avançait, une clarté laiteuse se répandit sur la côte. Élise sortit un instant dans le jardin. Les herbes étaient mouillées, le muret de pierre gardait la fraîcheur de la nuit. De là, on distinguait très bien le chemin du nord, plus haut que les dunes, longeant la pointe avant de redescendre vers la maison. Personne encore. Elle rentra, rangea un peu le rez-de-chaussée par réflexe, souleva les draps gris, ouvrit une fenêtre pour renouveler l'air. En remettant de l'ordre, elle découvrit derrière la porte de la cuisine un crochet où pendait autrefois un ciré d'enfant. Le vide précis de cette absence l'émut davantage qu'elle ne l'aurait cru. Cette maison avait gardé la forme de sa petite taille. Elle n'avait donc pas été seulement le décor d'un bonheur vague. Elle avait contenu son existence réelle, ses peurs, ses repas, son sommeil, le poids exact de ses pas dans l'escalier. Peu avant midi, alors que la lumière se resserrait déjà sous les nuages, elle aperçut enfin quelqu'un sur le chemin du nord. Une femme âgée avançait lentement entre les herbes, un panier au bras, un manteau brun serré à la taille. Pas la silhouette indistincte de la veille, une présence très nette, très terrestre, qui progressait avec la prudence des gens habitués au vent. Lorsqu'elle fut plus proche, Élise reconnut, avec un étonnement presque enfantin, Madame Lenoir. La vieille femme poussa la grille sans demander permission et leva les yeux vers la fenêtre du haut où la lampe brillait encore. « Je me suis dit que ce serait vous, dit-elle en arrivant au seuil. Et je me suis dit aussi qu'il ne fallait pas vous laisser seule pour cette journée. » Dans son panier dépassait un pain rond, un petit pot de confiture sombre et quelques branches de romarin. Et l'anguille vidi. Élise demeura un instant sans parler, la main encore sur la porte. Le vent soulevait légèrement le col du manteau de Madame Lenoir. Ses yeux étaient rouges de froid, mais ses yeux, eux, avaient cette clarté tranquille de ceux qui ont longtemps vécu avec des choses qu'ils n'ont pas besoin d'expliquer tout de suite. « Entrez, dit enfin Élise. » La vieille femme posa son panier sur la table du vestibule, juste à côté de la branche de romarin laissée la veille. Son regard glissa sur le billet plié, puis sur la pièce, comme pour vérifier une disposition ancienne des objets. « Je vois qu'elle a accepté de vous reconnaître, » murmura-t-elle. Élise ne demanda pas ce que cela signifiait. Elle prit le panier, le mena jusqu'à la cuisine, trouva 2 tasses dépareillées, coupa le pain. Le simple fait de partager des gestes modestes dans cette maison changeait l'air autour d'elle. Les pièces ne semblaient plus seulement gardiennes du passé. Elle recommençait à servir. Madame Lenoir s'assit près de la fenêtre du rez-de-chaussée. La mer se voyait entre les herbes, d'un gris tendre, soulevée par une lumière sans soleil. Pendant quelques minutes, elles mangèrent en silence. Puis la vieille femme posa sa tasse. « Vous avez trouvé les lettres ?» Élise acquiesça. « Et le carnet brun ?» « Oui. » Madame Lenoir baissa les yeux, lissa du bout des doigts une miette invisible. « Votre mère me confiait parfois ce qu'elle n'osait dire à personne d'autre. Pas tout. Seulement le bord des choses. C'était une femme qui croyait devoir réparer seule ce qui se brisait en elle.
Certaines personnes se noient justement parce qu'elles ont trop honte d'appeler. Élise regarda la table, les veines du bois, la lumière qui avançait lentement dessus. Pourquoi personne ne m'a rien dit? La question sortit plus bas qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'avait pas le ton du reproche pur, plutôt celui d'une fatigue qui cherche enfin son nom. Madame Lenoir soupira, parce qu'à l'époque, on parlait mal de ces douleurs-là. On les cachait derrière des mots plus propres. Fragilité, épuisement, mauvais passage. Et puis parce qu'il y a eu de la fierté, chez elle, chez d'autres aussi, on pensait protéger. On protégeait surtout le silence. Elle releva les yeux. Votre mère est revenue ici des années plus tard. Très amaigrie, très douce aussi, d'une douceur qui arrive parfois quand la vie a cessé de négocier avec vous. Elle a vécu dans cette maison par intermittence. Elle allumait la lampe presque tous les soirs d'hiver. Elle disait que si un jour vous reveniez dans cette ville, vous finiriez par la voir. Élise sentit une douleur lente se déplier sous ses côtes. Elle aurait pu venir. Oui. La réponse simple, sans détour, lui fit plus de bien qu'une consolation. Elle aurait pu venir. Il n'y avait pas à embellir cela. Pas à lui fabriquer une innocence tardive. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Madame Lenoir resta un moment tournée vers la mer, parce qu'elle avait peur de découvrir qu'il était trop tard, et parce que plus l'amour manque son geste, plus il craint de se montrer maladroit. C'est une lâcheté, mais ce n'est pas l'absence d'amour. La cuisine retomba dans un silence profond. On entendait seulement la bouilloire refroidir avec de petits clics de métal. Puis la vieille femme ajouta, « Elle est morte au printemps, il y a 6 ans. » Élise ferma les yeux. Elle n'avait jamais su la date exacte. On lui avait parlé d'une maladie, vaguement, d'un courrier qu'elle n'avait pas voulu lire, d'informations arrivées trop tard ou refusées avec colère. Pendant longtemps, elle s'était tenue à distance de tout ce qui aurait donné un contour plus réel à cette disparition. Un mort imprécis est parfois plus facile à porter qu'un mort dont on connaît la dernière chambre, la dernière tasse, la dernière fenêtre. À présent, tout devenait concret. Le printemps, cette maison, la lampe. Les lettres, commença-t-elle. Elle m'a demandé de les garder jusqu'à ce que vous soyez prête, ou jusqu'à ce que la maison vous rappelle plus fort que votre colère. Je n'ai pas su laquelle des deux choses viendrait en premier. Élise eut un sourire brisé. La maison, alors. Madame Lenoir hocha la tête. La maison, et peut-être votre fatigue aussi. Il faut être très fatigué pour accepter d'ouvrir ce qu'on a gardé fermé par fidélité à sa blessure. Ces mots tombèrent en elle avec une justesse presque douce. Oui, elle était fatiguée. Fatiguée de tenir debout contre une absence immobile. Fatiguée de croire que la colère seule la protégeait. Fatiguée surtout d'habiter sa propre vie comme une pièce provisoire. Après le repas, elles montèrent ensemble dans la chambre de la lampe. Madame Lenoir s'arrêta devant la fenêtre, très droite malgré son âge. C'est ici qu'elle passait le plus de temps à la fin. Elle disait que la mère ne mentait pas sur les départs. Elle prend, elle rend, elle emporte, elle dépose. C'est nous qui lui demandons une justice qu'elle n'a jamais promise. Élise pensa à la phrase trouvée dans l'enveloppe, sans colère contre la mère. Elle comprenait mieux, à présent. Sa vie entière avait peut-être consisté à réclamer à l'existence une réparation qui ne viendrait jamais sous la forme voulue. Ce qui pouvait venir en revanche, c'était autre chose, une manière d'habiter la perte, sans lui confier toute la maison intérieure. Madame Lenoir s'approcha du banc sous la fenêtre et en sortit d'un geste sûr, un petit dossier glissé tout au fond, que la veille Élise n'avait pas vu. Ceci aussi est pour vous. À l'intérieur se trouvait un acte notarié jauni, signé quelques mois avant la mort de sa mère. La maison des veilleurs lui était léguée. Quelques lignes manuscrites accompagnaient le document. Je ne te laisse pas un refuge. Je te laisse un lieu vrai. Il faudra l'entretenir, l'aérer, y faire du feu, y supporter les jours de doute. Un lieu n'apaise personne s'il reste un souvenir. Il faut y vivre assez pour qu'il devienne présent. Élise relut ces phrases lentement. Un lieu vrai. Non pas une promesse de bonheur. Non pas une réparation magique. Un lieu à habiter, à choisir, à entretenir. Une fidélité active. La lumière de l'après-midi glissa dans la chambre. Elle blanchit un instant la vitre, puis adoucit le visage de Madame Lenoir. La vieille femme posa sa main sur celle d'Élise. Sa peau était légère, presque transparente. Vous n'êtes pas obligé de pardonner aujourd'hui, dit-elle.
Parfois, le pardon n'est pas une porte. C'est une manière de rester dans la pièce sans vouloir la casser. Élise regarda la mer, puis la lampe, puis la clé ancienne sur la table. Elle sentit en elle quelque chose bouger avec lenteur, comme une pierre enfin desserrée par les marées. Pas encore la paix, mais sa possibilité, et pour la première fois, l'idée de rester ici ne lui parut pas une prison. Elle lui parut un commencement. Madame Lenoir repartit avant le soir, laissant derrière elle l'odeur du pain, du romarin, et cette forme particulière de silence qui suit les paroles justes. Élise l'accompagna jusqu'à la grille. Le ciel descendait déjà vers le bleu profond. Au bout du sentier, la vieille femme se retourna une seule fois, leva la main sans rien dire, puis disparut entre les herbes pliées par le vent. La maison retrouva sa respiration lente. Élise resta dehors encore un moment. La mer montait avec une application discrète, lavant les pierres une à une. Rien n'était spectaculaire. C'était peut-être cela qui la toucha le plus. Le monde n'avait pas changé de visage pour accompagner son bouleversement. Il continuait, humblement, à faire ce qu'il savait faire. Le soir tombait, l'eau gagnait du terrain, la lumière quittait les vitres. Et pourtant en elle, quelque chose venait de céder sans se briser. Elle rentra, alluma un feu avec le bois sec trouvé dans le coffre de la cuisine, ouvrit quelques fenêtres pour chasser l'odeur fermée des années, secoua les draps gris, remit une chaise d'aplomb, lava la tasse bleue avec précaution. Ces gestes simples lui procuraient une paix qu'elle n'avait pas prévue. Depuis longtemps, elle réparait les choses des autres avec une patience presque parfaite. Mais ici, dans cette maison transmise par l'absence et par la fidélité, elle ne réparait pas seulement un objet ou une pièce. Elle recommençait à habiter. À la nuit tombée, elle monta dans la chambre du haut et alluma la lampe. La fenêtre s'orna aussitôt de cette lueur douce qu'elle avait tant de fois aperçue sans savoir qu'elle lui était destinée. Elle s'assit sur le banc, le carnet brun près d'elle, la clé ancienne dans la paume. En bas, le feu travaillait avec de petits souffles. Dehors, le sentier du Nord n'était plus qu'une pâleur dans le noir. Élise pensa à toutes les versions d'elle-même qui avaient traversé la vie en tenant leur colère comme une couverture trop lourde. L'enfant laissé derrière une porte. La jeune femme qui s'était jurée de n'avoir besoin de personne. La restauratrice méticuleuse qui sauvait les livres sans se demander qui sauverait ses propres pages gondolées. Elle n'avait plus envie de les juger. Elles avaient fait ce qu'elles avaient pu pour traverser l'hiver. Elle prit une feuille vierge dans le tiroir de la table. Longtemps, elle garda le stylo suspendu. Puis, elle écrivit « Maman, je suis revenue. Je ne sais pas encore sous quel nom appeler ce que je ressens. Ce n'est plus seulement de la colère, ce n'est pas encore du pardon. C'est peut-être une pièce entre les deux, une pièce où l'air circule enfin. » Elle s'arrêta, regarda la mer. Ses larmes ne venaient plus avec violence. Elles avaient changé de nature. Elles ne détruisaient rien. Elles lavaient. Je t'en ai voulu d'une façon qui m'a tenu debout. Je crois que j'avais peur que sans cette colère, il ne reste plus rien entre nous. J'avais tort. Il restait la lampe, il restait les lettres, il restait ta manière de me voir, même de loin, même mal, même trop tard. Cela ne répare pas tout. Mais cela ouvre. Sa main trembla légèrement. Elle poursuivit. Je ne peux pas te rendre ce que nous avons perdu. Je ne peux pas redevenir l'enfant qui attendait ton pas dans l'entrée. Mais je peux peut-être cesser de vivre comme si mon départ à moi devait répondre au tien. Je peux rester. Ici, ou en moi, j'apprendrai. Quand elle posa le stylo, le silence autour d'elle avait changé. Il n'était plus vide. Il tenait compagnie. Elle plia la lettre sans chercher où la ranger, puis ouvrit la fenêtre. L'air nocturne entra frais et chargé d'iode et de cette odeur sombre des algues lorsque la marée atteint les rochers du bas. Au loin, dans la ville, quelques lumières s'étaient allumées, rien d'éclatant, des fenêtres modestes, des vies poursuivies. La sienne n'avait pas besoin d'être spectaculaire pour devenir vraie. Alors un souvenir remonta, entier cette fois. Elle avait 7 ans. Elle était assise exactement à cette place, les genoux sous une couverture. Sa mère, debout près de la lampe, avait noué le fil rouge à la clé en disant « Un jour, tu croiras peut-être que tu n'as plus de maison. Alors il faudra te souvenir que certaines portes existent d'abord à l'intérieur. On ne les ouvre pas pour revenir en arrière. On les ouvre pour pouvoir rester quelque part sans trembler. » Élise ferma les yeux.
Quand elle les rouvrit, elle ne chercha pas à vérifier si les mots avaient été prononcés ainsi, ni si sa mémoire les embellissait. Ce n'était pas important. Ce qui comptait tenait dans leur vérité profonde. Toute sa vie, elle avait confondu rester avec se condamner. Or rester pouvait aussi signifier consentir enfin à être présente dans sa propre existence, sans préparer déjà la fuite, sans vivre sur le seuil. Elle prit la clé ancienne et la déposa dans le tiroir de la table, juste à côté des allumettes. Non comme on range une preuve achevée, mais comme on confie un outil à la place où il servira encore. Puis elle descendit. Avant de se coucher, elle ouvrit la porte d'entrée. La nuit était claire, lavée par le vent. La clochette tinta doucement au-dessus d'elle. Élise demeura sur le seuil, enveloppée par le froid léger, regardant la mer et les herbes et le sentier qui remontait vers la ville. Pendant des années, elle avait cru que rentrer voulait dire retrouver intact ce qui avait été perdu. À présent, elle comprenait autre chose. On rentre vraiment lorsqu'on cesse d'exiger du passé qu'il redevienne habitable et qu'on accepte de bâtir avec ce qui a survécu. Elle referma la porte, monta l'escalier, se glissa dans le lit étroit de la chambre voisine. La lampe restait allumée derrière la cloison ouverte. Sa lumière dessinait sur le mur une lueur pâle, fidèle, presque respirante. Élise écouta un moment le feu en bas, la mer plus loin, et cette paix encore fragile qui venait se coucher près d'elle comme un animal longtemps attendu. Avant de s'endormir, elle pensa sans amertume à l'atelier, aux livres à recoudre, aux pages à sécher, aux vies muettes confiées à ses mains. Elle irait demain, ou après-demain, fermer ce qui devait l'être, revenir avec quelques affaires, ouvrir plus grand les volets de la maison, remettre la cuisine en ordre, acheter du thé, du miel, peut-être un peu de peinture bleue pour la porte. Non, pour effacer les années, pour vivre. La mer poursuivait sa montée sous les fenêtres. La lampe brillait dans la nuit, visible depuis la route, depuis les dunes, depuis les endroits où l'on hésite encore à rentrer. Et pour la première fois depuis très longtemps, Élise ne se sentit plus au bord de sa vie. Elle y était.